Donc on a vu les dernières fois que la vie est absolue, qu'elle s'inscrit dans un procès non commutatif, c'est-à-dire que les conditions de sa possibilité, dans un paradoxe apparent, ne sont pas, sont secondaires à l'apparaître de la vie, qui est la vie elle-même, parce que, comme ça nous a été donné de le vérifier avec l'exemple anthropologique ou paléo-anthropologique qu'on a vu la dernière fois, parce que les conditions qui passent pour être celles de la possibilité de la vie sont en fait non pas des conditions de la possibilité de la vie, qui seraient donc préalables à la vie, mais des conditions d'optimisation de l'existence qui est plus exactement la vie dans le monde. Voilà, donc la logique est installée d'une primordialité, d'une radicalité, d'un absolu de la vie, inconditionné, et d'où suivent des conditions qui lui sont faites pour le coup dans le monde, parce que la vie a à être, comme on l'a vu aussi, a à vivre dans le monde. Nous avions terminé la dernière fois en disant que les conséquences théoriques et générales de la vie absolue renvoyaient à des conditions pratiques et particulières qui répondaient spécifiquement, ou qui devaient répondre spécifiquement à la question que tu me posais, de savoir ce que ça peut me faire à moi que la vie soit absolue. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors je préviens d'avance que c'est un moment philosophique en rien, là aussi, hein, c'est-à-dire remontant à Michel Henry, qui est sans doute d'une technicité plus affirmée que ce qu'on a vu les dernières fois. Donc il faut que moi je fasse un effort de compréhension ou de compréhensibilité, parce que il va falloir forcément en appeler ou manipuler des notions qui sont des objets philosophiques un peu moins immédiatement familiers de la conscience commune. Déterminer quelle est cette conscience commune par une certaine culture qu'il s'agit justement en partie de révoquer ici. De révoquer ici, non pas d'évoquer ici, de révoquer ici. Préalable, nécessaire, me semble-t-il, comme bien souvent en philosophie, pour ne pas dire toujours, je ne me risquerai pas à dire toujours, disons bien souvent, l'ordre de l'exposition d'une thèse n'est pas superposable à l'ordre de l'expérience, de l'éprouvé, ER, que cette thèse se propose de mettre en lumière. Et même, bien souvent, l'ordre de l'exposition d'une thèse, l'ordre du discours, l'ordre du logos, est inverse à celui de l'expérience. De l'expérience, en l'occurrence, particulière et pratique, puisque c'est la question du jour, de la vie, en l'occurrence, et de la vie comme, justement, s'expérimentant, ou plus exactement, s'éprouvant elle-même. Puisque le mot expérience renvoie à une objectivation, à une extériorité qui n'a pas cours ici, puisque on sait maintenant que la vie étant absolue, rien en elle ne lui est extérieur. Donc il est parfaitement vain de se situer à l'extérieur de la vie pour en éprouver quelque chose, ou même pour en dire quelque chose, comme s'il s'agissait d'un objet de laboratoire.
Sinon, on fait de la biologie, on fait de l'anatomie, on fait de la physique, on fait de la chimie, on fait toutes choses qui sont justement au principe des conditions de possibilité de la vie dont on a dit par ailleurs qu'elles étaient secondaires à la vie, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans une acception commune. Donc il va falloir se colter avec des notions effectivement un peu plus rares, disons, en philosophie, et même encore plus rares, je dirais, dans l'opinion déterminée par la culture courante. La preuve, on finit ce cycle par toi, c'est-à-dire par les conditions pratiques et particulières de l'absolu de la vie, alors que bien sûr, le postulat de la thèse de l'absolu de la vie, c'est que tout commence par toi. Donc on voit bien ici que la logique est inversée, que la logique de la restitution, de la logique de la thèse, est inverse de celle de l'éprouver, qui est le sujet de la thèse par ailleurs, ou qui est le domaine de la thèse, enfin de cette thèse, de cette modeste thèse, là, vite faite, vite présentée. Et les notions par lesquelles il faut en passer maintenant sont des notions qu'on retrouve dans toute l'œuvre de Michel Henry, particulièrement dans un des livres de la fin de son existence philosophique et de son existence tout court, un livre qui doit dater de 1996, je crois, ou 18, extrême fin du XXe siècle, et qui est Incarnation, une philosophie de la chair, à laquelle évidemment je renvoie. C'est un texte extrêmement difficile, extrêmement dense, dont on va essayer de dénouer une partie des concepts les plus essentiels. C'est quoi? Pour bien approcher ce que c'est que une conséquence pratique et particulière, c'est-à-dire une conséquence pour toi de l'absolu de la vie. Cette notion, c'est celle de la triplicité des corps, du corps en l'occurrence humain, le tien, le mien. Triplicité voudrait dire quelque chose comme on a 3 corps. Bien, ça a l'air bien compliqué, bien tordu ça. Et pourtant, tu vas voir très vite, je l'espère, je le pense, que c'est quelque chose qui est absolument pas une abstraction, c'est tout le contraire. C'est simplement un décortiquage de ce qu'il y a de plus concret, de plus intime, de plus indiscutable aussi, dans la vie. On a 3 corps. 3 corps, ça ne veut pas dire qu'on soit comme ça, 3, pour ce qui me concerne, l'un à côté de l'autre, avec des corps différents. Évidemment, les 3 corps, ils sont rassemblés. Ils sont rassemblés, mais génériquement, ils sont en partie, en tout cas, hétérogènes. Aussi hétérogènes que chez Descartes, l'âme et le corps. D'ailleurs, ce que dit Henry, ce que je vais répéter tout de suite, reprend en partie une intuition cartésienne et même certaines intuitions beaucoup plus anciennes de la philosophie non grecque. Et de la philosophie, en gros, telle qu'elle est surdéterminée par la religion chrétienne, c'est-à-dire depuis l'Antiquité chrétienne. Augustin, notamment. Moins Anselme, moins Thomas d'Aquin au Moyen-Âge, mais en tout cas Augustin, et puis les mystiques qu'on appelle Rénan, dont Maître Eckhart, et puis les philosophes plus tardifs,
déterminés eux aussi par la religion chrétienne, jusqu'à Michel Henry, mais en passant par Maurice Blondel et d'autres. Point de référence académique, on n'est pas là pour ça. La triplicité des corps, ça signifie quoi? Ça signifie que ton corps, mon corps, c'est d'abord ce que j'ai sous les yeux. C'est le corps visible. Le corps visible, il n'est pas tellement différent autrement que dans ses quantas, autrement que dans ses aspects paramétriques, d'un corps céleste, par exemple, ou d'un corps animal, ou d'un corps... de quel corps? Ou d'un corps végétal. C'est le corps dans ses aspects. Dans ses aspects et dans ce que j'ai appelé ses quantas, c'est-à-dire, oui, ses quantités. En l'occurrence, de peau, d'os, de muscles, etc. Ce qui se laisse deviner, ses traits, ses caractères, c'est ce qui se laisse deviner quand on regarde un corps, quand on observe un corps, quand le corps est en situation d'objet par rapport à moi. C'est le corps que je vois dans la rue, que je vois aussi dans le miroir. Ce sont en fait, c'est le corps image. Le corps tel qu'il est une image, même si c'est mon image, avec cette dimension de radicale extériorité à moi, et qui est finalement le seul corps dont va se préoccuper la science, et dont va se préoccuper l'opinion commune, elle-même déterminée par une tradition scientifique. Michel Henry l'a fait remonter à Galilée, et précédemment à la grande hypothèse grecque, qui est que la recherche de la vérité doit consister en l'exhibition de cette vérité en pleine lumière. C'est-à-dire rendre visible ce qui ne l'est pas, rendre manifeste ce qui ne l'est pas. Eh bien, l'opinion courante a retenu ça, sans en rien savoir d'ailleurs de manière thématique, mais elle s'est laissée imprimer, impressionner par cette tournure antique et constante dans une tradition helléno-scientifique qui accourt jusqu'à nos jours et éminemment de nos jours, où ce qui est considéré comme absolument certain est l'absolument visible. Donc, premier corps, le corps que je vois, le corps image. Deuxième corps, c'est le corps dont mon ami Antoine Vidalin, dont je me flatte en tout cas d'être l'ami, je pense que, je ne sais pas si c'est réciproque, je ne veux pas le présumer, mais en tout cas, dit qu'il est comme le revers d'un gant. Alors, nous aurions l'extérieur du gant, qui serait le corps visible, et puis à l'intérieur, le même gant, mais invisible, c'est-à-dire une sorte de corps sous la peau. Alors ce corps-là, c'est ce que Michel Henry appelle le corps organique, c'est le corps des médecins, enfin selon les médecins, non plus selon le photographe, mais selon les sciences qui vont creuser dans la réalité, ce qu'ils appelleraient la réalité des corps. C'est le corps aussi que j'éprouve, que je sens exister comme mien par ce qu'on appelle le sens interne. On trouve des notions de ce genre développées chez Maine de Biran, par exemple, le philosophe Maine de Biran du XIXe siècle, dont Michel Henry se revendique en partie l'héritier, lui qui ne se reconnaît de filiation avec guère de philosophe ou guère de philosophie, au moins retient l'importance qu'a eu pour lui dans sa formation philosophique la lecture de Maine de Biran. Donc, premier corps, le corps image. Deuxième corps, le corps organique, celui dont Marc Richir dit dans un petit opuscule sur le corps, justement, paru chez Optique à Thiers il y a quelques quinzaines d'années.
C'est ce corps qui est intérieur, mais qui peut à tout moment devenir extérieur. Donc, une blessure, une opération, eh bien, va exhiber cette intériorité de l'organique. Un, le corps-image, deux, le corps organique. Alors, c'est quoi le troisième? Celui-là, il est beaucoup plus difficile à exhiber pour le coup, parce qu'il est à jamais et pour toujours invisible. Et pourtant, il est à jamais et pour toujours le plus absolument concret. C'est pas du tout un ectoplasme stratosphérique, pour reprendre une image que j'avais déjà empruntée. C'est au contraire le corps le plus certain, le plus nien, et le plus tien pour ce qui te concerne, et aussi le corps le plus quotidien, si j'ose dire. Le corps dont on ne peut jamais sortir, ni dans l'épreuve qu'on en fait,